Alors Pierre, c'est la troisième fois qu'il vient. La première fois, c'était il y a 10 ans. Tu nous avais parlé de la matière noire. Il y a 5 ans, tu nous avais parlé de l'antimatière. Et je ne sais pas si on monte ou on descend là, mais là, tu nous parles aujourd'hui du vide, quoi, qui donne une idée de l'infini un petit peu quand même. Donc je te laisse te présenter et puis je te laisse la parole. Merci. Donc bonsoir à tous. Alors d'abord merci à l'Université populaire des Moutiers pour l'invitation. Vous entendez pas? Là vous entendez? D'accord. Alors donc je disais merci à l'Université populaire des Moutiers pour l'invitation. Je suis donc physicien au département de physique des particules du CEA, où on fait de la recherche fondamentale sur la physique des particules et la cosmologie. Je suis aussi enseignant à l'École des mines de Paris, où je donne des cours de physique des particules, de physique quantique, de relativité générale, tout ça. Et aujourd'hui, je vais vous parler du vide. Le vide, j'ai essayé d'illustrer sur cette planche ici quelques caractéristiques de ce dont on va parler. Alors, contrairement à ce que l'on imagine naïvement, enfin quand on n'a jamais étudié ça de près, le vide c'est quelque chose qui va être très fluctuant, très riche. C'est ce que j'ai essayé d'illustrer ici, là. Ça représente le symbole de l'infini en mathématiques. En fait, il est beaucoup question de l'infini quand on va parler du vide. Alors, paradoxalement, c'est ce qui rend le sujet intéressant. Et ça, c'est une espèce d'illustration que j'ai voulu mettre pour évoquer le fait que, on verra tout à la fin de la conférence, que le vide, eh ben, c'est lié, enfin les questions liées au vide sont liées aux questions de l'origine de l'univers et de l'origine des galaxies, des structures qu'on observe dans l'univers et donc de nous-mêmes. Avant de commencer, je voulais vous remercier d'être là parce que vous avez fait le déplacement et tout. Moi, je donne beaucoup de conférences de vulgarisation dans les collèges et un peu partout, dans les lycées, dans les universités populaires. Je pense que c'est important de partager la science, ça appartient à tout le monde, ça vous appartient. On ne doit pas être dans notre tour d'ivoire à étudier nos choses et sans le rendre à ceux à qui ça appartient. Et aujourd'hui, je vais vous demander de m'interrompre dès qu'il y a un truc pas clair. D'accord? Il ne faut pas hésiter, on n'est pas là pour se dépêcher, ni pour finir, à la limite, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on discute, donc s'il y a un mot que vous ne comprenez pas, un concept sur lequel je suis passé trop vite, on s'arrête, on en discute, d'accord? Donc n'hésitez pas. Le vide, c'est une notion qui au début était à la limite de la physique et de la philosophie. On connaît tous cette citation d'Aristote comme quoi la nature a horreur du vide. Donc parmi les 4 éléments qui étaient listés par Aristote, l'eau, l'air, la terre, le feu, en fait il en a proposé un 5e qu'il a appelé l'éther. C'était la substance des choses immuables et il a placé l'éther dans le ciel, dans l'espace. Il a supposé que voilà, il y avait ce 5e élément qu'il avait appelé l'éther qui était lié aux choses éternelles. Ensuite, donc il y a eu ce débat avec en particulier Galilée qui a admis que le vide pouvait exister. Et ça, c'est pas évident, et c'était un débat qu'il a opposé en particulier à Descartes, qui avait un argument philosophique qui était qu'il n'est pas possible que ce qui est rien ait de l'extension. Donc à ce moment-là, le débat autour du vide était purement philosophique. Et on va voir qu'à mesure qu'on développe les mesures, et je vais vous montrer en quoi c'est pertinent pour le vide, la question du vide est rentrée dans la physique. La physique, c'est un domaine de la science, donc c'est la science naturelle qui interroge la nature. D'accord? Et donc, en physique, on pose des questions à la nature. La façon dont on pose une question à la nature, c'est qu'on construit une expérience. Et à partir de l'expérience, on en déduit des lois physiques. Ces lois physiques, elles doivent être reproductibles, etc. Elles doivent être comprises. Le vide est rentré dans le champ de la physique avec un sujet qui a priori n'a rien à voir au début,
qui était la construction des fontaines au XVIIe siècle. On s'est rapidement rendu compte que pour construire une fontaine, on n'arrivait pas à construire une fontaine plus haute que 12 mètres. Et ça, c'est Torricelli qui a remarqué ça. Et l'expérience qui a permis de comprendre pourquoi, c'est la fameuse expérience du mercure. Donc en fait, on peut faire ça avec de l'eau. Et avec de l'eau, on va trouver une hauteur de mercure, enfin une hauteur d'eau de 12 mètres. Et comme le mercure est plus dense, on peut faire l'expérience sur un coin de table. L'expérience est la suivante. On remplit un tube de mercure, on le retourne. Le tube va se vider dans la partie supérieure. Et la question était de savoir qu'est-ce qu'il y a au-dessus du mercure qu'est-ce qui a remplacé la présence du mercure. Alors en fait, ce qui a remplacé la présence du mercure, c'est ce qui a été interprété à l'époque comme du vide. Et la raison pour laquelle on ne peut pas construire une fontaine de plus de 12 mètres, c'est parce que c'est la pression atmosphérique ici qui va pousser le liquide à cet endroit-là et qui va faire remonter le mercure dans le tube ici. Alors maintenant, on sait que ce n'est pas vraiment du vide. En fait, c'est de la vapeur de mercure qui correspond à la vapeur saturante, on appelle ça du mercure, mais c'est très très vide par rapport à l'atmosphère. D'accord ? En une certaine unité, l'atmosphère c'est 100 000 pascal, et le vide au-dessus du mercure, qui n'est pas du vrai vide complet, mais c'est 0,25 pascal. Donc c'est vraiment beaucoup plus faible. Donc en fait, ça nous dit que si je veux pomper de l'eau, par exemple, pour une fontaine, je ne peux pas le faire en utilisant quelque chose qui va vider l'air si je veux faire une fontaine de plus de 12 mètres d'eau. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais créer du vide ici. La pression atmosphérique va appuyer ici, ce qui va faire remonter le mercure. Et plus je fais remonter de mercure, ou d'eau, d'accord, c'est pareil, plus le poids ici de la colonne va être importante. Et l'équilibre entre la force qui pousse ici et le poids qui fait descendre le liquide dans le tube fait qu'on ne peut pas monter plus haut que ça. C'est clair ? Donc aujourd'hui, si on utilise par exemple dans un jardin une pompe à aspiration, donc qui fait du vide pour faire remonter l'eau, on est limité par une hauteur de l'ordre de 10 mètres. Pour faire remonter du liquide plus haut que ça, il faut utiliser une pompe qui crée de la pression ici, pour avoir une pression plus forte que la pression atmosphérique, et faire remonter le liquide plus haut. Voilà. En tout cas, Torricelli a inventé ce dispositif où il a fait apparaître une région de l'espace qui contient apparemment rien. Et donc ça, d'un point de vue épistémologique, d'un point de vue des idées, et ben en fait, ça montre que le vide peut exister et que l'argument comme quoi ce qui n'est rien ne peut pas avoir d'extension n'est pas vraiment valable. La conclusion, c'est que nous sommes au fond d'un océan d'air, d'accord, dont la pression pousse sur le liquide ici. Et donc, Descartes, en particulier, et Torricelli, concluent que le vide est quelque chose de réel, qu'il est mesurable et qui correspond à des propriétés physiques. Tant que c'est pas mesurable, c'est de la philosophie. Quand on peut faire des mesures dessus, ça devient de la science physique. Ensuite, il y a cette expérience que vous connaissez peut-être qui montre, en fait, on a l'impression qu'autour de nous, il n'y a pas de pression parce que notre corps est en équilibre avec cette pression. Mais en fait, la pression atmosphérique, c'est quelque chose de très fort. La fameuse expérience de Magdebourg, donc Magdebourg, c'est un bled en Allemagne, où quand on a commencé à construire des pompes à vide, enfin des trucs qui permettaient de sortir l'air des enceintes, on a collé deux hémisphères de métal, on a fait le vide dedans, et avec des attelages de chevaux, on a montré qu'il était impossible de les séparer. En fait, la raison pour laquelle c'est impossible de les séparer, c'est parce que l'air appuie sur la sphère, parce que précisément, on est au fond d'un océan d'air. On ne s'en rend pas compte dans la vie de tous les jours, parce que tout ça est à l'équilibre, mais
Si on vide, on se rend compte que en fait, l'air a un poids énorme et appuie sur ces demi-sphères, de sorte que des attelages de chevaux. Donc historiquement, ils avaient mis 2 fois 8 chevaux de chaque côté, et puis les chevaux n'avaient pas réussi à séparer les sphères. Donc ça, c'était le côté un peu spectaculaire de l'époque. Et après, se posait la question de ce qu'il y avait au-dessus de cet océan d'air. C'est-à-dire que on arrivait à reproduire le vide dans une expérience, hein, dans un baromètre, où vous voyez le vide au-dessus du mercure. Et Newton, il a étudié le mouvement des planètes, des forces qui s'appliquaient sur les planètes, et pour que ça fonctionne, il suffisait que la force, par exemple pour expliquer la trajectoire de la Terre autour du Soleil ou de Jupiter, il suffisait d'invoquer la force de gravitation. Si les planètes avaient été ralenties par un milieu, si par exemple elles avaient été dans quelque chose comme de l'air ou de l'eau, il y aurait eu du frottement, et les lois de Newton n'auraient pas fonctionné uniquement avec la gravité. Donc il a été contraint, plus ou moins, enfin il a été amené à supposer que les planètes se déplaçaient dans un milieu vide, sans quoi elles finiraient par tomber sur le Soleil. Et c'est ça qui correspondait, qui était en adéquation avec les observations astronomiques. Alors Newton était quand même ambivalent parce qu'il a travaillé d'une part sur la gravitation et le mouvement des planètes, mais il a aussi beaucoup travaillé sur la lumière. Et en particulier, il s'est convaincu avec des expériences que la lumière devait être une onde. Donc au XIXe siècle, la lumière, c'est une onde. Et à l'époque, on ne connaissait que ce qu'on appelle des ondes mécaniques, c'est-à-dire des ondes qui se propagent sur ou dans un milieu. Quand je vous parle, là, la raison pour laquelle vous m'entendez, c'est parce que mes cordes vocales font vibrer l'air, il y a une onde qui se propage, qui font vibrer vos tympans, et votre cerveau interprète ça comme un signal cohérent. D'accord ? Donc, pour que le son se propage, il y a besoin du milieu, l'air. Si je supprime l'air de la pièce, vous ne m'entendrez plus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette expérience rigolote où on met une cloche avec un réveil dedans, le réveil sonne, on fait le vide dans la cloche, on ne l'entend plus. La raison pour laquelle on ne l'entend plus, c'est parce que les ondes sonores n'ont plus de support matériel. Il n'y a rien qui vibre pour faire propager l'onde. D'accord ? Il y a d'autres types d'ondes qu'on connaissait. On connaissait les vibrations, par exemple, comme ça. Si on met un capteur un peu plus loin, on voit que le parquet a vibré. Ou évidemment, les vagues à la surface de l'eau. Ça, ce sont des ondes qui se propagent et qui ont besoin du support matériel, l'eau, pour se propager. Donc à l'époque, on ne connaissait que ce type d'onde. Donc on a naturellement supposé, comme les expériences montraient que la lumière était une onde, qu'elle se propageait par exemple entre le Soleil et la Terre dans un milieu matériel. Et donc on a réintroduit l'éther. On a supposé que dans le vide entre les planètes, il y avait un milieu qu'on a appelé l'éther et qui était le support de propagation de la lumière. Ok ? Voilà. Donc c'était ambigu pour Newton, c'est-à-dire que d'une part, il fallait qu'il y ait cet éther qui permette à la lumière de se propager, mais d'autre part, il fallait que les planètes n'interagissent en aucune manière avec l'éther. Donc c'était ambigu. À la fin du 19e, on a inventé une expérience qui permettait de détecter l'éther. Alors si l'éther existe, ça marche encore, oui. Si l'éther existe, alors il n'y a aucune raison qu'il ait le même mouvement que la Terre. D'accord ? Il n'y a pas de raison qu'il ait le même mouvement que la Terre. Il devrait avoir, par exemple, si à l'époque on supposait par exemple que le Soleil était immobile, et donc on supposait naturellement que l'éther était immobile par rapport au Soleil, et donc on s'est dit, bon, ben, on va détecter le mouvement de la Terre dans l'éther. Alors pour ça, on a construit un interféromètre. Alors c'est un objet un peu compliqué, mais peu importe. C'est un truc qui permet de mesurer, disons, la vitesse de la lumière dans deux directions perpendiculaires. Et en mettant un coup l'interféromètre comme ça, avec un des bras dans le sens de la Terre, et un coup à 45 degrés, vous voyez que ici, si la Terre se déplace
selon ces pointillés, ici, la vitesse de la lumière va être les mêmes dans les deux bras, parce qu'ils ont la même vitesse relative par rapport à l'éther. Et ici, ça ne va pas avoir la même vitesse, parce que quand la lumière va aller dans ce sens-là, sa vitesse va s'additionner à celle de la Terre, et dans l'autre sens, ça va se soustraire. Et le résultat révolutionnaire et relativement surprenant a été obtenu par les deux physiciens Michelson et Morley, qui ont dit que l'éther n'était pas détectable. Pas détectable, ça veut dire que on peut mettre en doute son existence. D'accord ? Quelque chose qui n'est pas détectable par un instrument, par une mesure, c'est quelque chose qui n'existe que dans l'esprit humain. D'accord ? Si on ne peut pas le mesurer. Donc il y a eu beaucoup de confusion à l'époque. On se disait c'est bizarre. Est-ce que la Terre emmène avec elle l'éther ? Enfin, les gens ont fait ce que les physiciens font toujours quand ils ne comprennent pas ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils complexifient le modèle. Ils inventent des trucs hyper compliqués. Et de temps en temps, il y a quelqu'un qui vient faire le ménage là-dedans et qui resimplifie tout ça en introduisant une nouvelle façon de penser. Et cette nouvelle façon de penser, elle a été inventée par Einstein. Oui, je reviens. Alors, en fait, oui, pardon, j'ai pas commenté cette phrase-là. Donc, il faut que le milieu soit très dilué pour que les planètes ne soient pas ralenties, et très rigide parce qu'on avait remarqué que globalement, plus la densité d'un milieu était élevée, plus la vitesse de propagation des ondes dedans était grande. Vous avez peut-être déjà remarqué, quand on attend en gare, on entend d'abord le bruit du train dans les rails avant de l'entendre avec l'oreille dans l'air. C'est parce que le matériau qui constitue le rail est beaucoup plus dense que l'air, donc le son se propage plus vite dans le rail que dans l'air. Donc on entend d'abord dans les rails et après on entend le train. Donc c'était un des côtés paradoxaux de l'éther qui devait être à la fois très dilué et très rigide. Donc en général, dans l'histoire de la physique, quand on en arrive à avoir des choses contradictoires, à inventer des modèles compliqués, tout ça, ça veut dire qu'on fait fausse route d'une façon ou d'une autre. Et c'est donc Einstein qui a résolu ce problème en remarquant que l'éther était une notion inutile. Et en fait, aussi surprenant que ça puisse paraître, l'expérience précédente avec l'interféromètre a donné un résultat négatif parce que la lumière se propage à la même vitesse dans tous les référentiels. C'est-à-dire, quelle que soit la vitesse relative entre l'observateur et la lumière, on va toujours mesurer la même vitesse. C'est bizarre, mais c'est ça qui explique l'expérience précédente de l'interféromètre. Et la raison pour laquelle ça nous paraît contre-intuitif, c'est parce que tous les mouvements du quotidien se font à des vitesses très 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 inférieures à la vitesse de la lumière. Donc ce que nous on trouve normal, en fait c'est une construction de notre esprit qui a observé des phénomènes autour de nous et qui a essayé d'en faire du sens. Si on vivait à des vitesses très proches de la lumière, de la vitesse de la lumière, on trouverait ça naturel que la vitesse de la lumière soit la même, quelle que soit la façon de la mesurer. Bon, c'est un autre sujet. En tout cas, la théorie de la relativité d'Einstein du début du XXe siècle a rendu l'éther totalement inutile. Il n'y avait plus besoin de l'éther, donc ça a été abandonné. On pouvait expliquer l'expérience précédente avec l'interféromètre. Et donc en fait, le vide entre les astres semble vraiment ne rien contenir. Il n'y a pas d'éther, il n'y a rien. Alors, effectivement, c'est ce que j'ai noté ici, quand on dit il n'y a rien, c'est qu'il n'y a quasiment rien. Si on envoie une sonde ou un détecteur ou quelque chose comme ça, on va trouver bien sûr de la lumière, des particules, des poussières, mais en quantité extrêmement faible. Mais le milieu dans lequel ces objets se déplacent, la lumière, les rayons cosmiques, la poussière, c'est bien du vide. C'est bien quelque chose dans lequel il n'y a rien. Le vide, il est même présent à l'intérieur de la matière. Là, on regardait à l'extérieur dans le système solaire, mais dans la matière, en fait, il y a énormément de vide. Il y a essentiellement du vide.
Ça, ce sont les expériences de Rutherford en début du XXe siècle, où il a envoyé, en fait, ce sont les premières expériences de physique des particules, où on envoie des particules élémentaires sur des atomes. Donc les atomes sont constitués d'un noyau et d'électrons qui orbitent autour. Et Rutherford a remarqué que dans la grande majorité des cas, les particules qu'on envoyait sur un atome n'étaient pas déviées. C'est-à-dire qu'elles ne rencontrent rien sur leur passage. Et dans de très rares cas, les particules étaient déviées, et parfois déviées de beaucoup. C'est-à-dire même revenaient en arrière. Donc ces deux résultats-là nous indiquent deux choses. Nous indiquent que dans les atomes, il y a essentiellement du vide, et aux endroits où il n'y a pas de vide, la matière est extrêmement dense. Donc ça, ce sont les expériences de Rutherford. Et pour vous donner une idée d'à quel point la matière est remplie de vide, si je représentais un atome par une bille et un électron, et disons une balle de ping-pong ou quelque chose qui représente un électron, le noyau de l'atome, ce serait une bille au centre d'un terrain de football, et l'électron, c'est-à-dire ce qui donne la taille de l'atome, se trouverait au niveau d'un but. D'accord ? C'est vraiment quasiment que du vide. Il y a beaucoup de masse au milieu et un électron très léger qui prend beaucoup de place autour, enfin qui se déplace loin autour, mais il y a essentiellement du vide à l'intérieur. Ouais. Alors on envoyait des atomes d'argent parce que c'était facile à manipuler. Non, pardon, on envoyait des particules alpha, ce sont des noyaux d'hélium. Donc c'est des particules qu'on trouve dans certains matériaux radioactifs qui sont émis spontanément et qui ont deux charges positives. Et on les faisait passer par... alors je crois que les premières expériences de Rutherford, ça devait être des feuilles d'or, ou voilà, des métaux lourds. Et voilà, donc c'était des particules relativement de faible masse qui allaient taper sur des métaux dont les constituants étaient de grande masse. Voilà. Donc c'était des particules alpha sur de l'or. À l'époque, on ne savait pas accélérer des particules, donc on devait utiliser des matériaux naturellement radioactifs, ceux qui émettent spontanément des particules. Et le fait qu'elles soient chargées, ça permettait d'utiliser des champs magnétiques pour les envoyer là où on voulait les envoyer. Voilà. C'est clair ? Ouais. Voilà. Donc tout ça pour dire que ça vous donne une idée d'à quel point le noyau, c'est quelque chose de tout petit dans un atome. Et au contraire, si on prenait de la matière conventionnelle et qu'on enlevait tout le vide, si on colle toutes les particules, on pourrait mettre le mont Everest dans une cuillère à café. D'accord ? Donc ça nous dit aussi que, ça donne une idée d'à quel point la matière dont on est fait est essentiellement constituée de vide. Les endroits où il y a la masse, où il y a les charges électriques, ce sont des milieux très très petits et très très denses. Et entre les deux, c'est vide. Ça nous amène à l'autre révolution du XXe siècle, qui est la mécanique quantique. Alors, on pourra en discuter si vous avez des questions. On n'a pas beaucoup de... c'est pas l'objet de cette présentation que d'expliquer la mécanique quantique, mais je vais vous en donner quelques caractéristiques qui sont pertinentes pour la description du vide. La mécanique quantique, elle a entraîné une refondation complète de la notion de mesure. Qu'est-ce que c'est qu'une mesure sur un système physique ? Je vais essayer de vous en donner une illustration. Et ce que l'on raconte rarement, c'est que le point de départ de cette révolution, ça a été l'étude du vide. On se posait la question de que se passe-t-il dans une boîte vide ? Donc, au fur et à mesure de mon discours, je vais vous présenter de temps en temps cette enceinte vide-là, dans laquelle on va regarder les phénomènes physiques qui se passent dedans. Donc si j'ai une enceinte vide, il y a quelque chose que je ne peux pas enlever, c'est ce qu'on appelle le rayonnement thermique. Donc là, on a des parois qui sont à une certaine température, et le fait qu'elles soient à une certaine température fait qu'elles émettent
de la lumière. Alors c'est de la lumière qui est invisible à l'œil nu, mais dans la boîte, on ne peut pas enlever ce rayonnement thermique. Et oui, c'est de la lumière. Alors c'est de l'énergie. Voilà. Je vais revenir après sur le lien entre l'énergie et la matière. Je vais revenir un petit peu sur la relativité d'Einstein. Mais là, c'est de la lumière. C'est-à-dire c'est exactement comme cette lumière-là, sauf qu'elle est à des longueurs d'onde qui ne sont pas visibles par notre œil. Ça, c'est exactement ce qui fait que quand on est devant un feu qui n'a plus de flamme, hein, qui est juste qui braise, on sent du chaud. C'est le rayonnement thermique. C'est parce que la braise est chaude, elle envoie une forme de lumière qui est invisible à l'œil nu, ce qu'on appelle des infrarouges, et on le sent sur notre peau parce que ça chauffe. Et la question qu'on s'est posée à la fin du 19e siècle, c'est quelle est l'énergie du rayonnement thermique dans la boîte? Et le problème, quand on faisait le calcul, c'est que la réponse, c'était on trouve l'infini. On trouve que l'énergie est infinie. Le calcul nous donne ça. Alors là, il y a une incohérence entre le calcul et l'observation. On voit bien que l'énergie n'est pas infinie, parce que si j'allume un feu, par exemple, il ne va pas m'envoyer une quantité infinie d'énergie et me brûler. Donc il y avait une incohérence entre le calcul théorique et l'observation quotidienne, qu'on n'est pas simplement cramé parce que la pièce est à une certaine température. La petite histoire, c'est que l'incohérence a été résolue par Planck, Max Planck, en 1900. Il a supposé que l'énergie ne pouvait s'échanger que par petits paquets. C'est pour ça qu'on appelle ça mécanique quantique. Un quanta, c'est un saut. Un quantum, c'est un saut. Et pour ceux qui ont un petit peu de maths dans leur bagage, en fait, quelque part dans le calcul, il a remplacé une intégrale continue par une somme discrète. Et ça c'était une astuce de calcul au début. Il a juste dit, tiens, si je faisais ça dans mon calcul, qu'est-ce que ça donnait? Et il est tombé pile sur le bon résultat expérimental. C'est-à-dire que son calcul a donné exactement ce qu'on observait et ce qu'on mesurait. C'était trop bizarre pour être une coïncidence et ça a donné naissance à la mécanique quantique. En fait, c'était beaucoup plus fondamental qu'une astuce de calcul. En réalité, l'énergie ne peut s'échanger que par petits paquets. Donc en faisant ça c'est un graphique un petit peu vilain, mais ça montre la quantité d'énergie qu'il y a à différentes longueurs d'onde en fonction de la température de la source de lumière. Donc notre Soleil, par exemple, il est à 5000 degrés en surface, donc il nous envoie un rayonnement qui est maximal dans le visible. Alors c'est pas un hasard, hein, c'est le fruit de l'évolution des êtres vivants, comme le Soleil envoie de la lumière dans cette gamme-là, et que l'atmosphère laisse passer précisément cette gamme-là, les êtres vivants se sont adaptés et ont adapté leurs capteurs à cette gamme de longueur d'onde. Quoi qu'il en soit, le calcul classique donnait un infini, et le calcul de Planck, à l'origine de la mécanique quantique, donnait un résultat qui n'était pas infini et qui collait parfaitement aux observations. Alors ça, c'est quelque chose dont il faut se souvenir pour ce que je raconterai à la fin. Parce qu'il se peut qu'aujourd'hui, en physique, on soit confronté à un problème un peu similaire qu'on ne sait pas encore résoudre. Donc la mécanique quantique, elle a entraîné entre autres l'abandon de la notion de trajectoire. Nous, on est habitués, pour par exemple une balle de tennis, à pouvoir connaître la position et la vitesse de la balle simultanément. Si je peux mesurer la vitesse et la position d'une balle de tennis ou de n'importe quoi qui nous entoure. Dans le monde microscopique, en mécanique quantique, on ne peut pas connaître la position et la vitesse en même temps. C'est impossible, c'est fondamentalement impossible. Un peu comme si je voulais mesurer la position d'une particule, j'étais obligé de lui envoyer quelque chose dessus, ça modifie sa vitesse.
Donc je dois choisir si je veux mesurer sa position ou sa vitesse. Mais je ne peux pas mesurer les deux en même temps. Et donc ça, c'est à nouveau quelque chose de un petit peu philosophique. On peut s'imaginer que les électrons, ils ont des trajectoires, mais comme c'est totalement impossible de le mesurer, l'idée de trajectoire perd son sens. Il n'y a plus de... Comme on ne peut pas le mesurer, bah, ça n'existe que dans notre cerveau. En réalité, en physique microscopique, quand on étudie les atomes, on n'a pas de trajectoire. On peut juste dire à peu près où sont les électrons ou à peu près à quelle vitesse ils vont, mais jamais les deux en même temps. Donc on ne peut pas les suivre dans le temps comme on suivrait une balle de tennis. D'accord ? Donc la position et la vitesse ne peuvent pas être connues simultanément. Alors ça, c'est la première révolution c'est l'autre révolution du XXe siècle avec la relativité. Je vais vous redire un mot de la relativité d'Einstein, et après on va voir ce que donne le mariage de ces deux révolutions, quantique et relativiste. Alors, la relativité d'Einstein, vous connaissez tous cette formule. En fait, ce qu'elle nous dit, c'est que l'énergie est équivalente à la masse. On peut transformer de la lumière en matière, c'était la question de tout à l'heure, ou de la matière en lumière, du moment que l'on conserve l'énergie. D'accord ? Il n'y a pas d'absolu dans ce qui est matière ou ce qui est lumière. Ça peut être échangé. Ça peut se transformer l'un dans l'autre. C'est une façon de comprendre le mot relativité. Il y a plein de façons de comprendre le mot relativité dans cette théorie, mais là, la relativité, c'est la relativité de ce qui est matière, de ce qui a de la masse. La masse et l'énergie, en fait, c'est pareil. Donc l'énergie, on le trouve dans le rayonnement, dans la lumière, dans la cohésion de la matière aussi. Et la matière, bah, c'est ce qui va avoir une masse. Donc on peut passer de l'un à l'autre. Et là où ça devient vraiment rigolo, c'est quand on considère le mariage entre Planck et Einstein. On aboutit à le modèle mathématique qui décrit le monde microscopique, qui est le plus abouti actuellement, qui s'appelle la théorie quantique des champs. Alors c'est un mot compliqué, vous pouvez le garder pour briller en société, mais en fait ce que ça nous dit, c'est que c'est une théorie qui marie, qui met ensemble la relativité et la mécanique quantique. Et le fait d'avoir mis ensemble ces deux concepts-là, ça a une conséquence très très importante quand on va parler du vide. Je vous avais déjà dit qu'on ne peut pas connaître simultanément la position et la vitesse d'une particule. Et en fait, en théorie quantique des champs, on ne peut pas connaître la durée et l'énergie d'un processus de façon simultanée. Autrement dit, il peut y avoir des processus très courts qui ne conservent pas l'énergie, à condition que l'énergie soit rendue à la fin de ce temps très court. C'est une bizarrerie de la physique quantique et de ce mariage entre la relativité et la physique quantique. Donc ça, c'est important. Pour comprendre la suite, on ne peut pas mesurer simultanément la durée d'un processus et son échelle d'énergie. Ouais. Alors, c'est n'importe quel processus microscopique, mais ce que ça peut... Je peux par exemple supposer que c'est la collision entre deux particules. J'ai deux particules qui vont venir l'une contre l'autre, qui vont se taper dedans, entre guillemets, et qui vont repartir. Ça dure un certain temps. Et ça va se faire à une certaine énergie. Quand il va y avoir une certaine énergie échangée, comme entre deux boules de billard. Eh bien, je ne peux pas dire combien de temps le processus a duré si je connais l'énergie, et je ne peux pas dire l'énergie si je ne sais pas combien de temps le processus a... Donc ça, c'est très surprenant. Et comme je disais, ça va avoir des conséquences sur la notion de vide très importantes. Ça va aboutir à ce qu'on appelle des fluctuations quantiques du vide. Alors on s'amuse avec des mots compliqués et tout ça, mais en fait c'est pas très compliqué dans l'idée. C'est que de même que l'on va avoir, par exemple, à la surface d'un océan, des fluctuations d'altitude, enfin de hauteur d'eau,
le vide, il va avoir des fluctuations d'énergie. Pourquoi? Parce que si je regarde de très très près, là, sur des temps très très courts, alors quand je vous parle de temps très courts, c'est des fractions de secondes avec 20 zéros après la virgule. D'accord? C'est 0,000 20 zéros et un 1. D'accord? C'est des choses que l'on ne peut mesurer que dans des expériences de physique des particules. Donc c'est normal que notre environnement quotidien ne nous renseigne pas du tout sur ces processus-là. C'est des choses qui n'existent que dans les laboratoires de physique des particules. Donc si je regarde sur un temps suffisamment court, comme je ne connais pas l'énergie du vide, et que l'énergie c'est comme la matière, c'est comme la masse, eh ben, vont apparaître spontanément des paires de particules. Il va y avoir de la masse qui va spontanément apparaître dans le vide et qui va très rapidement disparaître. Si je regarde sur des temps très longs, ça ne va pas arriver parce que j'aurai pas assez d'énergie sur des temps très longs pour qu'il y ait création de matière. Mais si je regarde sur des temps très très courts, il va y avoir création et destruction de matière. Tout ça avec un bilan global nul. Mais en fait, dans notre enceinte vide, il y a constamment, sur des échelles de temps très très courtes, apparition spontanée de particules dans le vide et disparition de ces particules. Et c'est ce qu'on appelle les fluctuations du vide. En fait, l'image que l'on a d'un océan, ça ressemble un petit peu à cette idée qu'on se fait du vide en physique. Si je regarde l'océan depuis l'espace, j'ai l'impression d'avoir une surface lisse. Je ne vois rien de spécial. Ensuite, quand je regarde d'un petit peu plus près, je vais voir de la houle, d'accord, des grandes vagues. Ces grandes vagues, si j'assimile l'océan à mon vide, là, ces grandes vagues, ça va être des particules qui se propagent. Et si je regarde de beaucoup plus près, je vais voir plein de petits clapotis, plein de petites vagues qui se créent, qui s'annulent, qui se rentrent dedans. Et c'est exactement pareil. Si je regarde le vide de très loin, il ne se passe rien. Je vois quelque chose d'énergie nulle. Et si je regarde le vide de très très près, alors très très près, c'est comme sur des temps très très courts, je vais voir une foison de particules qui se créent, qui disparaissent, et un espèce d'océan, de clapotis, voilà, qu'on appelle les fluctuations quantiques du vide. Oui. Alors de toutes les natures possibles. C'est-à-dire que dès qu'on a une échelle de temps qui est petite, ça va nous donner une échelle d'énergie associée, qui est inversement proportionnelle. D'accord? Donc si mon échelle de temps est petite, je vais avoir une échelle d'énergie grande. Et si j'ai, par exemple, une échelle de temps petite, mais disons qui vaut ça, je vais pouvoir créer... Bon, c'est comme si c'était deux électrons. En fait, c'est un électron et un anti-électron. Donc on crée toujours une particule de matière et d'antimatière. Et si je regarde sur des échelles encore plus petites, je vais pouvoir créer des particules plus lourdes. Parce que l'énergie disponible va être plus grande et donc la masse que je peux créer est plus grande. Donc en fonction de l'échelle de temps à laquelle je fais ma mesure, je vais voir des fluctuations plus ou moins grandes. Donc toutes les particules peuvent être créées par ce processus. Oui. Oui. Alors ça c'est une mesure qu'on va... Alors je vais vous montrer comment on fait la mesure, mais c'est une mesure qu'on ne fait pas directement. On n'a jamais mesuré ça directement. D'accord ? C'est ce qu'il se passe et que l'on déduit de toutes les autres mesures qu'on fait. D'accord ? Mais pour le voir, ça, il va falloir faire des collisions de particules, en fait. On n'observe pas le vide comme ça, sauf dans un cas que je vais vous expliquer après. Mais ça, c'est quelque chose, on sait que ça se passe, mais on ne le voit pas directement, quoi. Alors, instable, ça veut dire que ça change ça veut dire que ça change d'état. Alors, c'est pas instable dans ce sens. C'est-à-dire que ça reste vide, ça a toujours la même énergie, ça ne change pas, et en moyenne, cette énergie, elle est nulle. Alors, est-ce qu'elle est nulle? C'est la question qu'on va se poser après. Mais en moyenne, l'énergie est toujours la même. D'accord? Donc, c'est stable dans ce sens, mais par contre, c'est très fluctuant. Alors, je vous redis que tout ça, c'est à des échelles
qu'on ne peut pas sonder humainement. Donc par exemple, entre les planètes, ça, c'est pas pertinent. D'accord ? Les échelles de temps sont beaucoup trop grandes. Ça, c'est ce qui se passe quand on regarde vraiment microscopiquement. Oui ? Alors, oui, il y en a, oui. Alors la question c'était, est-ce qu'on a une idée de la densité de ces particules virtuelles et est-ce qu'il y en a entre l'électron et le proton dans un atome d'hydrogène? Donc la réponse est oui, il y en a. Et la question de la densité, c'est lié à la question de quelle énergie ça a. Et on va revenir sur ça après. Ouais. Mhm. Alors, oui. Alors, la question était si j'ai une paire de particules qui se crée, est-ce que si je crée un électron et un positon, est-ce que l'électron qui est là peut remplacer le vrai électron qu'il y avait sur l'hydrogène? C'est un petit peu ça la question. Hein. En fait, c'est difficile de répondre comme ça parce que, je vais en parler après, la notion de particules, c'est quelque chose qui n'est pas comme ce qu'on s'imagine, comme des billes ou des boules de billard. Il n'y a pas quelqu'un qui remplace quelqu'un d'autre. En fait, une des propriétés de cette théorie quantique des champs, c'est qu'elle n'est pas à nombre de particules constant. C'est-à-dire qu'on ne peut, de même qu'on ne peut pas dire quelle est l'énergie et la durée, en fait, on ne peut pas non plus dire combien il y a de particules. D'accord ? On sait qu'il y a un excès, c'est-à-dire que je sais qu'il y a un électron de plus que le bazar ambiant, mais je ne peux pas dire combien il y en a en fait. La raison, juste pour dire que ce n'est pas juste des idées et que c'est des mesures, si j'excite un électron dans l'atome d'hydrogène, si je lui donne un petit peu plus d'énergie, la raison pour laquelle il est instable et qu'il revient sur son état fondamental, c'est parce qu'il va interagir avec ces particules virtuelles. Donc il interagit avec des particules virtuelles. Après de dire est-ce que l'électron a remplacé l'autre, en fait, c'est pas possible de répondre à cette question parce que les particules sont ce qu'on appelle indiscernables. Il est impossible de colorier un électron ou de lui mettre un numéro et de lui dire toi t'es toi et toi t'es toi. En fait, c'est indiscernable. Non, malheureusement non. Malheureusement non. C'est pas ça qui fait que... En fait, l'abandon de la notion de trajectoire se fait avant d'ajouter la relativité. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui est indépendant. Il faut accepter ça et... Oui, oui, je vois, mais c'est... Malgré tout, quand on dit ça, il y a un peu de trajectoire derrière la tête. Parce qu'on dit il est là, puis il est là, puis il est là. Donc on est un peu en train de le suivre. Donc tout ça est un petit peu plus compliqué que ce que je raconte. Et malheureusement, non. C'est pas ce qui permet d'expliquer ça. Louis de Broglie, dans le première moitié du XXe siècle, a tenté de construire une théorie exactement comme ça, qui s'appelait la théorie de l'onde pilote, qui permettait d'expliquer le fait que les particules sont à la fois des ondes et des particules, et voilà, des ondes et des particules. Mais ça a été abandonné, non pas parce que c'est faux, mais parce que ça n'a pas de... parce que ça ne vit que dans notre cerveau, quoi. C'est juste une notion qu'on se fait nous, mais qui n'est associée à aucune mesure. Il y avait une question, non? Non. Donc la masse du proton en particulier, c'est quelque chose de plus compliqué
que ce qu'on imagine. Si je prends un atome et que je zoome sur son noyau, je vais avoir des protons et des neutrons qui concentrent toute la masse de l'atome. Et si je prends un proton, vous avez peut-être déjà entendu dire, enfin c'est ce qu'on raconte aux étudiants de physique en début de cursus, que à l'intérieur du proton, il y a 3 quarks. Or, on peut mesurer la masse des quarks individuellement et la masse du proton. Et la masse du proton, si c'est 1000 unités, la somme de la masse des quarks, c'est 20 unités. Autrement dit, les constituants principaux du proton ne lui donnent pas sa masse. Qu'est-ce qui donne sa masse, du coup? Eh bien, c'est en fait toutes les fluctuations du vide entre les quarks. Donc l'idée qu'on se fait d'un proton avec les 3 quarks dedans, elle est très fausse. Et ici, j'ai trouvé une illustration dans un journal de vulgarisation scientifique qui ressemble un petit peu plus à ce que devrait être un proton. On a en gros 3 quarks, d'accord, qui constituent le proton. Mais entre ces quarks, on a un foutoir pas possible de particules virtuelles qui se créent, qui disparaissent, et en fait, qui constituent la majorité de la masse du proton. Alors ça nous donne une petite indication sur la réponse à la question est-ce que le vide pèse? Là, on voit que la masse du proton, elle est dominée par le vide entre les quarks. Cependant, ce n'est pas vraiment du vide, parce qu'on a précisément ces quarks-là. Donc c'est une piste, mais ce n'est pas le fin mot de l'histoire. Le fin mot de l'histoire, il va... alors déjà, je ne le connais pas, le fin mot de l'histoire, mais ce qui va nous guider vers la bonne question, ça va être d'observer non pas l'univers infiniment petit, mais l'univers infiniment grand. Ah oui, non, je voulais vous raconter ça avant. Parce que j'étais supposé avoir mes... Ça, c'est rigolo. Je vous ai dit que la masse et l'énergie, et l'équivalence masse-énergie faisaient que la notion de matière était relative en termes d'énergie. En fait, même le vide est une notion relative. C'est-à-dire que si je regarde une enceinte dans laquelle j'ai fait le vide au repos, ou à vitesse constante, je ne vais rien voir dedans. Et, alors ça n'a pas encore été vérifié expérimentalement, mais tous les calculs nous indiquent ça. Si je fais accélérer cette expérience avec une très forte accélération, je vais voir spontanément apparaître de la matière dedans. Pas de la matière virtuelle, hein, pas des paires de particules antiparticules, de la vraie matière qui reste, que je peux mesurer et avec lesquelles je peux construire un Lego. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Unruh, et c'est un petit peu bon, c'est lié au trou noir, mais je vais passer sur les détails. Donc ça, quand on y pense, c'est incroyable. C'est-à-dire que si on a une enceinte vide, on la fait accélérer, et ben on va faire apparaître des particules réelles dedans. Donc même la notion de vide, elle est relative. C'est quelque chose qui n'est pas totalement absolu. Et ça, c'est un résultat du mariage de la physique quantique et de la relativité. Donc quand on fait des collisions de particules au CERN, donc vous avez peut-être déjà entendu parler de ce grand laboratoire européen de physique des particules, à l'intérieur de cet anneau-là, on a des protons qui tournent très vite sur un anneau de 27 km de circonférence, sous la frontière franco-suisse, et on fait se rencontrer des protons, et on les fait rentrer en collision. Et l'acception commune de ce qui se passe là-dedans, c'est qu'on a des espèces d'objets qu'on fait se rentrer dedans, ils se cassent et ils produisent d'autres objets. En fait, ce qu'il se passe, quand on veut le décrire de façon précise avec la physique moderne, ça n'est pas qu'on a des protons qu'on les fait se rentrer dedans et qui se cassent, c'est que l'on interroge le vide sur son contenu à une certaine énergie. En fait, au CERN, quand on fait des collisions de particules, les particules que l'on crée, elles n'étaient pas présentes dans les particules qu'on a mises en collision. Quand on a découvert le boson de Higgs,
Le boson de Higgs, ce n'est pas une particule qui avait à l'intérieur des particules qu'on a utilisées pour la collision. Ce sont des particules qui ont été créées par ces processus-là. Et donc c'est exactement comme si on avait du vide au point de collision. On amène les protons à très haute énergie pour augmenter l'énergie du vide, et le vide crée des particules qui n'étaient pas là à l'origine. Donc quand on fait concrètement une collision au CERN, on interroge le vide sur son contenu à une certaine énergie. Donc on peut se poser la question maintenant, quelle est l'énergie du vide? L'énergie, c'est une notion qui est relative. Tout ce qu'on... Si je vous dis là j'ai une certaine énergie et là j'ai une autre énergie, je peux ajouter une valeur ici et la même ici, ça ne changera rien. Ce qui compte, ce sont les différences d'énergie. D'accord ? Et donc, on peut se poser la question, quelle est l'énergie du vide? Donc pour ça, on peut calculer la probabilité d'une collision de particules. On envoie deux particules l'une contre l'autre, elles vont se rentrer dedans, elles vont échanger peut-être des choses. Et quelle est la probabilité de cette collision? En fait, comme je vous disais, on interroge le vide sur son contenu en particules à une certaine énergie. Ici, va intervenir l'énergie du vide. Et quand on calcule, on trouve que cette énergie est infinie. Donc on retombe sur un problème d'infini. L'énergie du vide ici est infinie. Alors est-ce que c'est grave? En fait, c'est pas grave. C'est pas grave parce que même si l'énergie est infinie, ce sont les travaux du milieu du XXe siècle de Feynman, Schwinger et Tomonaga qui ont dit c'est pas grave parce que ce qui compte, ce sont les différences d'énergie. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, et je vais vous expliquer ça un peu après, seules comptent les différences d'énergie. Et donc même si on avait une énergie infinie au début, une énergie infinie à la fin, la différence entre deux infinis, c'est quelque chose qui peut être fini. Je vais vous montrer ça après. C'est quelque chose qui peut avoir une valeur non infinie. Et en fait, c'est ça qui compte. Et ils ont réussi à faire le calcul et à reproduire les mesures très précisément en supprimant les infinis des calculs. Et c'est en utilisant les prescriptions de ces gens-là qu'aujourd'hui encore, on calcule les probabilités d'interaction entre les particules. On continue à supprimer les infinis du calcul avec les méthodes que ces gens-là ont inventées. Voilà, donc ça, c'est pour ce qui est de la physique des particules et de l'infiniment petit. Il faut retenir que ce qui compte, ce sont les différences d'énergie quand on étudie l'infiniment petit. Maintenant, entre les planètes, entre les galaxies, il y a du vide. Il y a beaucoup de vide. Est-ce que c'est important? Est-ce que ça a des conséquences? Est-ce que c'est mesurable? Eh bien, c'est quelque chose que l'on peut évaluer en étudiant l'expansion de l'univers. Donc, comme vous le savez peut-être, l'univers il est en expansion, c'est-à-dire qu'au fil du temps, les galaxies s'éloignent les unes des autres. Un peu comme ça. Au fil du temps, elles s'éloignent les unes des autres. Vous avez remarqué que je n'ai pas grossi la taille des galaxies, c'est-à-dire que quand l'univers s'expand, les galaxies ne grossissent pas, le système solaire ne devient pas plus grand, les règles ne deviennent pas plus grandes, sans quoi on ne pourrait pas mesurer l'expansion. C'est uniquement les galaxies qui sont suffisamment éloignées les unes des autres, lointaines les unes des autres, qui vont s'éloigner. Vous voyez, les galaxies, elles ne changent pas de taille, juste elles s'éloignent les unes des autres. Et ce qui a été découvert à la fin du XXe siècle, c'est qu'on est en mesure de mesurer la vitesse d'expansion de l'univers. Est-ce que ça s'expand en étant de moins en moins rapide, de plus en plus rapide? Et on a pu, à partir de mesures astrophysiques, astronomiques, reproduire la vitesse d'expansion en fonction du temps. Et on a obtenu une courbe comme ça, qui nous donne la taille de l'univers en fonction du temps. Donc à l'origine, l'univers a eu une expansion qui s'est ralentie. Vous voyez, l'expansion, elle n'est pas constante, là c'est pas une droite. Au début, l'expansion s'est ralentie. Aujourd'hui, on est autour d'un point d'inflexion et l'expansion commence à accélérer.
C'est-à-dire que l'expansion se fait à une vitesse de plus en plus rapide. D'accord ? Oui ? Ah, alors, plus vite, plus tard, c'est parce que, en fait, on mesure le contenu de l'univers et on a des lois qui nous donnent la relation entre ce qu'il y a dans l'univers et la façon dont il s'expand. Et les choses dans l'univers, elles peuvent se transformer les unes en les autres, mais il n'y a pas des choses qui apparaissent ou qui disparaissent. Tout ce qui est là aujourd'hui était déjà là au début. D'accord ? Et donc on sait quel est le contenu de l'univers, et à partir de la mesure du contenu, on est capable de prédire son évolution future. Oui ? Non, je ne vois pas. Euh, alors on n'a pas besoin de supposer quelle est la taille absolue de l'univers pour faire ce graphique-là. Alors j'espérais secrètement qu'il n'y ait pas la question, parce que ça va entraîner une discussion, mais c'est une discussion intéressante. La discussion, c'est exactement si l'univers s'expand, dans quoi s'expand-il ? Voilà. En fait, bon, si ça vous va, on passe 2 minutes à parler de ça. C'est vrai que c'est une question rigolote. En fait, s'il était en expansion dans quelque chose, ce quelque chose serait aussi l'univers, parce que par définition, l'univers, c'est tout. D'accord ? Et il y a une notion très répandue qui est générée par des images qu'on voit qui représentent le Big Bang comme une explosion. Ce qui est totalement faux. C'est totalement illogique, c'est totalement faux. Souvent, on voit un truc qui contient rien, et puis une explosion, l'univers qui grandit dans un milieu préalablement existant et vide. D'accord ? Ça, c'est vraiment totalement faux. L'univers, il n'a pas besoin d'être infini pour grandir. Et la meilleure illustration de ça, c'est quand je gonfle un ballon de baudruche. Quand je gonfle un ballon de baudruche, la surface du ballon augmente, mais elle augmente sur elle-même. C'est le ballon qui se tend. D'accord ? Donc il faut imaginer que notre univers, c'est la surface du ballon de baudruche, avec une dimension en plus. Malheureusement, on ne peut pas se le représenter, on ne peut pas faire de dessin, mais c'est ça l'idée. Le ballon de baudruche, on peut faire des expériences dessus. On peut par exemple faire un quadrillage et repérer les positions. On peut mesurer des angles, des distances, tout ce que vous voulez. Enfin, faire de la physique à la surface du ballon de baudruche. Et gonfler le ballon de baudruche, les distances vont augmenter, les angles vont changer parce que la courbure du ballon va changer et tout ça. Mais en faisant tous ces calculs à la surface du ballon de baudruche, on n'a jamais besoin de le représenter. Nous, on le représente parce qu'on le voit grossir dans notre monde à 3 dimensions, mais en fait, il a besoin que de 2 dimensions, le ballon de baudruche. Pour décrire ce qui se passe à la surface, il n'y a besoin que de 2 dimensions. Donc c'est pareil pour notre univers. Il peut grandir sans avoir besoin de remplir quelque chose. D'accord ? On ne peut pas se le représenter parce qu'on n'a pas assez de dimensions à notre disposition. Mais imaginez-vous que vous vivez à la surface du ballon de baudruche, que l'extérieur n'existe pas, l'intérieur n'existe pas. On peut caler devant, derrière, gauche, droite. D'accord ? Et tout ce qu'on fait, c'est à la surface, c'est plat. Et ben, on va vivre dans ce monde-là qui est en expansion. Pourtant, il n'a pas de frontières. D'accord ? Donc c'est un peu pareil. Il n'y a pas besoin. Donc quand je mets taille de l'univers, j'aurais dû mettre taille relative. Ou distance caractéristique entre les galaxies, ou quelque chose comme ça. D'accord ? Bon, c'est une question intéressante. Donc, le fait est que l'on observe que l'univers est en accélération. C'est-à-dire que non seulement il est en expansion, on le savait depuis longtemps, mais à la fin du XXe siècle, on a découvert qu'il était en accélération. C'est-à-dire qu'il va être en expansion de plus en plus rapide.
en expansion accélérée. Et ça, c'est lié au vide parce que plus l'univers s'expand, plus il y a du vide dedans. D'accord ? Plus il est rempli de vide, entre guillemets. Et donc, la question se pose de si ce n'est pas le vide qui cause cette expansion. Et pour expliquer cette expansion, on a besoin d'un ingrédient exotique qu'on n'a jamais mesuré, qu'on n'a pas à notre disposition dans les laboratoires de physique, qui est un ingrédient à pression négative. Et est-ce que ça existe un système physique qui présente ces caractéristiques-là? Et il se trouve que oui, le seul système physique que l'on connaisse qui ait les bonnes caractéristiques, c'est le vide. Donc il y a une espèce de cohérence dans notre compréhension de l'univers, c'est que plus il est grand, plus il est rempli de vide. Le vide, il a les bonnes propriétés pour produire cette accélération de l'expansion, et c'est le seul ingrédient qu'on connaît. Alors ensuite, on peut essayer de regarder quantitativement. Alors déjà, comment on sait que le vide, c'est ce genre de matériau, et puis après, on essaiera de calculer pour finir quantitativement la fin. Donc on reprend notre enceinte vide. Donc là-dedans, il y a des particules, des antiparticules qu'on ne voit pas. Et l'énergie, quand on la calcule, elle est infinie, comme je vous ai déjà dit. Et il y a deux physiciens, en 1948, qui ont eu l'idée de mettre dans le vide des plaques métalliques parallèles, l'une en face de l'autre. Ce sont Casimir et Polder qui ont eu cette idée. Alors c'est une idée qui peut paraître bizarre, parce que là-dedans, il y a du vide, hein, il n'y a rien du tout. Mais en mettant ces plaques métalliques, on va forcer le vide à avoir une énergie infinie ici, qui est un infini différent de l'infini qui est là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi il peut y avoir des infinis différents? Par exemple, si on compte le nombre de nombres entiers, il y en a un nombre infini. Et c'est un infini particulier qu'on appelle dénombrable. C'est-à-dire qu'on peut les numéroter. Et quand on trace une droite continue, on a un autre type d'infini qui est un infini indénombrable. Par exemple, je peux fabriquer par exemple toutes les fractions de ces nombres-là. Il va rester des trous. Il y a des nombres que je ne peux pas exprimer comme des fractions de nombres entiers. Par exemple, racine carrée de 2 ou pi. Et en fait, on ne peut pas créer de correspondance biunivoque entre cette numérotation-là et tous les nombres continus. Et ça nous dit que cet infini-là, il est plus grand que celui-là. D'accord ? Ce n'est pas le même type d'infini. Ça, ce sont les travaux de Cantor, qui a remarqué qu'il y avait une hiérarchie dans les infinis, et qu'il y a des infinis, pour faire simple, pour faire le plus simple, dénombrables et indénombrables. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que la différence entre les deux est calculable. Ça, c'est encore plus bizarre. Ça, ce sont les travaux de Euler et Maclaurin qui nous ont dit qu'on peut, si je prends un segment là, calculer la différence entre les deux infinis. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais ça revient à ça. Donc en quoi ça a un lien avec notre expérience de Casimir et Podler? C'est parce qu'en fait, ici l'énergie du vide est infinie, mais c'est un infini dénombrable. Parce que ici, en fait, pour dire les choses de façon moche, ici j'ai mis deux conditions aux limites qui imposent, comme sur une corde de guitare, deux conditions aux limites. Donc si j'avais une corde de guitare là, ici, accrochée ici et là, je ne pourrais pas mettre n'importe quelle longueur d'onde, je ne pourrais pas faire vibrer la corde n'importe comment. Par contre ici, comme j'ai une seule condition et limite, je peux faire n'importe quelle onde entre les deux. Donc en gros c'est ça. Donc ici j'ai des infinis indénombrables, ici des infinis dénombrables, et le fait que l'infini ici soit plus petit qu'ici, ça crée une pression négative et donc une force attractive entre les plaques. Donc ça nous montre à la fois que notre description du vide elle est correcte, parce qu'on a su calculer ces infinis-là. Ça nous montre aussi que le fait que les infinis soient hiérarchisés, c'est une réalité. Et ça a été mesuré
en 97, et ça s'appelle l'effet Casimir. Donc l'énergie du vide, elle est infinie, et vous voyez que ce que l'on mesure, ce sont bien des différences d'énergie. Alors, alors c'est bien, parce que ça nous montre que qualitativement, le vide a les bonnes propriétés pour être la substance qui accélère l'univers. Reste à savoir quantitativement. Oui. Alors, parce que ici, on va mettre des matériaux qui n'ont pas les mêmes propriétés qu'ici. Ici, par exemple, alors, donc le vide, il a différentes composantes. C'est lié à la question de tout à l'heure sur les types de particules qu'on peut créer. Et la première des particules qu'on peut créer dans le vide, ce sont les photons. Donc on peut mettre ici des absorbeurs de photons et ici des parois métalliques qui vont imposer des conditions limites qui sont différentes de là. D'accord ? Ici, pardon, pas des absorbeurs de photons, un truc qui laisse complètement passer les photons, je voulais dire. Et ensuite, évidemment, on calcule le rayonnement thermique à l'intérieur, on corrige le calcul, on corrige les mesures de ce calcul-là. Mais le point est que la paroi ici n'a pas les mêmes propriétés que la plaque métallique ici. Oui. Bah, c'est pareil. Ouais. C'est ça. Là, il y a moins de longueur d'onde possible que l'intérieur. Et quand on fait le calcul, il y en a quand même une infinité. Mais alors, l'analogie du bateau, elle est très bien. Mais pour que ça marche, il faut qu'on mette des vagues. Donc, donc c'est pas du vide, d'accord, mais ça, c'est quand même très très similaire. Donc, le vide a des propriétés physiques mesurables. Donc, on avait l'eau, la terre, le feu, l'éther. Et en fait, maintenant, on a peut-être un truc qu'on appelle le vide. Donc, il existe bien un cinquième élément. Ça, c'était un slide pour ma sœur qui, du coup, ne regarde pas. Il existe bien un cinquième élément qui est le vide. Voilà. Ensuite, on va mesurer la valeur du vide. Il me reste juste quelques transparents pour vous montrer à quel point ce joli édifice que je vous ai présenté, là, il y a de plus en plus de vide, donc ça accélère l'univers et tout ça. On a l'impression que tout va bien. En fait, ça va bien uniquement qualitativement. Quand on fait le calcul quantitatif, on va avoir besoin de mesurer l'énergie du vide absolue, pas relative. Dans l'univers, ce qui compte, c'est l'énergie du vide absolue. Dans la physique des particules, ce sont les énergies relatives. Donc on peut la mesurer, cette énergie du vide, à partir de l'expansion. Tout à l'heure, je disais, on a des lois qui relient l'expansion au contenu. Donc ça, c'est dans une certaine unité qui importe peu, on a une valeur assez faible de la densité d'énergie du vide qui est mesurée, à supposer que c'est bien le vide qui est responsable de l'accélération de l'expansion. Et maintenant, on va faire le calcul, et on trouve ça. 10 puissance 117. Donc, quand je vous disais on trouve l'infini, en fait, on est capable de plus ou moins maîtriser cet infini, et quand on essaye de le maîtriser, on ne trouve pas l'infini, mais on trouve quand même un truc assez grand. Hein. Donc, pour vous donner une idée, c'est ce nombre-là, donc là j'ai mis 2, 9, et puis 117 0 derrière, là, et qu'il faut comparer à ça. Donc en gros, la mesure, ça nous donne ça, et le calcul, ça nous donne ça. Il y a 124 ordres de grandeur d'erreur. C'est de loin le pire calcul de l'histoire de la physique. C'est nul, c'est complètement nul. Et là, je vous parle de calculs des mecs de Princeton, top notch, les meilleurs physiciens du monde, ne savent pas faire mieux que ça. Donc là, on est dans le cas exactement comme quand Planck avait son calcul qui était infini, dont il a dit bah, je vais trouver une astuce et paf, ça va devenir fini. En fait, on est dans un cas un peu similaire. Aujourd'hui, on sait très bien calculer les différences d'énergie entre différentes conditions de vide, mais on ne sait pas calculer l'énergie absolue du vide,
clairement, ça nous dit qu'il y a un problème dans notre théorie. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va travailler. C'est un problème théorique, donc il y a des calculs à faire, des calculs à modifier le calcul. C'est un problème de physique des particules, parce qu'on va essayer de faire des mesures pour alimenter ce problème théorique. Et en fait, quand on cherche bien, le problème, il vient de la méconnaissance de la gravité quantique. Il vient du fait que l'on n'a pas de théorie de gravité quantique. Quand je vous ai dit, on a marié Einstein et Planck, en fait, on a marié la moitié d'Einstein. On n'a pas marié sa théorie de la gravitation. On ne sait pas décrire la gravitation par la physique quantique. Et le problème de l'énergie du vide, il vient vraiment de là, quand on le regarde de près. Maintenant, expérimentalement, on peut faire, par exemple, on peut essayer de voir l'évolution de la densité d'énergie. Et donc pour ça, il y a des collègues à moi qui ont envoyé un satellite qui s'appelle Euclid, qui a été lancé avec une fusée de SpaceX en juillet, et qui doit encore être en route vers son point de mesure qui n'est pas tout près, qui permettra peut-être de mesurer l'évolution dans le temps, l'évolution dans le passé de la densité d'énergie, et peut-être nourrir les théories qu'on a et nous donner des idées sur quoi faire. Pour finir, je vais vous dire comment cette idée des fluctuations quantiques du vide est liée à nos origines. En fait, les phénomènes physiques sont toujours caractérisés par des échelles spécifiques. La turbulence d'une fumée de cigarette, ça dépend de la densité de l'air, de la pression, du vent. Les mesures qu'on fait sont toujours caractérisées par des échelles. Et dans l'univers, il y a des échelles caractéristiques. Les échelles typiques entre deux galaxies. La taille typique d'une galaxie. Et donc la question est, une partie de mon travail, c'est ce qu'on appelle de la cosmologie. Et une des questions de la cosmologie, c'est quelle est l'origine des fluctuations dans l'univers? Qu'est-ce qui donne l'échelle? Qu'est-ce qui fait que les galaxies ont la taille qu'elles ont? Qu'est-ce qui fait qu'elles sont séparées de telle ou telle distance? Et quelle est l'origine des fluctuations dans l'univers? Pourquoi est-ce que ce n'est pas pareil partout? Pourquoi il y a des endroits où il y a de la matière et il y a des endroits où il n'y a rien? C'est quoi l'origine de ça? Et dans le cas de l'univers, les échelles, elles sont expliquées par une théorie qu'on appelle l'inflation, qui est une période très 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 primordiale, très très courte, pendant laquelle l'univers a été augmenté en taille d'un facteur 10 puissance 50, enfin d'un facteur énorme. Donc on pense que l'univers a gonflé d'un coup, en accélérant très très fort, et il s'est mis à ralentir pour récupérer la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc là, l'expansion super rapide, ce serait dans un micropixel ici qu'on ne voit même pas. D'accord? Grosse expansion. Ça s'appelle la théorie de l'inflation. Et ce qui est intéressant, c'est que si j'ai un univers vide à l'origine, je vais avoir des fluctuations quantiques du vide. D'accord? C'est-à-dire que j'ai zéro ou je ne sais pas combien, hein, peut-être un infini. Disons que j'ai une certaine énergie. Et autour de cette énergie-là, l'énergie fluctue. Et au moment de l'inflation, ces fluctuations ont été grossies. Elles ont été grossies beaucoup, beaucoup. Et ces fluctuations-là, aux endroits où il y a des surdensités d'énergie, si j'attends suffisamment longtemps, bah, ça me donne des galaxies. Donc en fait, on pense que l'origine des fluctuations de l'univers, ce sont les fluctuations quantiques du vide qui ont été augmentées de taille de façon dramatique au moment de l'inflation, au tout début de l'histoire de l'univers. Ça, c'est pas juste une idée, hein. On peut prédire les propriétés statistiques de ces fluctuations-là et les comparer aux propriétés statistiques des galaxies qu'on observe, et ça colle. Hein. C'est-à-dire que c'est très probablement ça qui est à l'origine des fluctuations dans l'univers. Donc la conclusion, c'est que tout ça est lié à nos origines, et vous avez peut-être déjà entendu les vulgarisateurs célèbres comme Carl Sagan ou Hubert Reeves dire que nous sommes de la poussière d'étoiles, pour dire que les éléments dont nous sommes faits, le carbone, l'azote, l'oxygène, ont été synthétisés dans les étoiles. D'accord ? Ils n'ont pas été créés au début de l'univers, ils ont été créés dans les étoiles.
Eh ben, aujourd'hui, on va partir à la maison avec un message encore plus délirant, qui est qu'en fait, nous sommes les fluctuations du vide quantique. Voilà. L'origine de nous, des fluctuations dans l'univers, c'est le vide quantique. Voilà, mais je vais m'arrêter là.